Hey, tu viens de recevoir le bulletin de notes de ton enfant? Alors, t'es content? Ou tu pètes un câble? On va dire la vérité. Lire le bulletin de son enfant, c'est rarement neutre. Soit t'es fier, soit t'es en colère, soit tu te dis il ou elle aurait pu faire mieux quand même. Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Prends un petit café, installe-toi confortablement. Je vais t'expliquer pourquoi les notes et les appréciations de ton enfant ne reflètent pas ses capacités réelles. Et après cette vidéo, tu ne liras plus jamais un bulletin de notes comme avant. Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce que les neurosciences nous apprennent sur le cerveau, l'apprentissage et l'adolescence. C'est bon, t'es installé? Alors allons-y. Quand tu lis un bulletin, ton cerveau fait une chose très précise. Il ne lit pas comme un texte neutre, il scanne. Et quand tu tombes sur des appréciations du type des efforts suivis tout de suite après du fameux mais, ce mot fait une chose très simple. Il annule ce qui vient avant. Le cerveau l'entend comme oui, mais en fait non. Donc résultat, l'effort disparaît et tu ne sais pas pourquoi tu sens tout de suite la tension monter. Et quand tu ajoutes des peut mieux faire, le cerveau n'entend pas une description, il entend ce n'est pas suffisant, même s'il y a eu des progrès, même s'il y a eu des efforts. Ce que l'on prend rarement en compte en lisant le bulletin, c'est dans quelles conditions cet enfant apprend vraiment. Les journées sont super longues, on est d'accord. On demande beaucoup d'heures de concentration. Déjà, pour un adulte, c'est compliqué, alors t'imagines pour un enfant. Il faut savoir qu'un cerveau fatigué ne montre pas son potentiel. Il cherche juste à tenir. On leur demande d'être silencieux une grande partie du temps, toute la journée, tous les jours. Et là, il y a un truc que l'école et les parents sous-estiment. Le cerveau ado est câblé pour le social. Les pères deviennent essentiels, les copains prennent une place énorme. Donc quand on demande à un ado de rester assis, silencieux, concentré, sans interagir pendant des heures, on lui demande d'aller contre une partie de son câblage du moment. Voilà pourquoi le bavardage explose à cet âge. Et on va être honnête, j'ai animé des ateliers et des formations et même participé à des ateliers et formations pour adultes. Et les silences, c'est pas trop ça. Parler, échanger, réagir, c'est un cerveau vivant. En plus, ils ont un cerveau encore en construction. Pour rappel, le cerveau est en maturation jusqu'à environ 25-30 ans. J'en connais qui ont mon âge et ça mature toujours. Bon, nous sommes face à des jeunes qui, pour beaucoup, entrent ou sont dans l'adolescence. Ils ont donc les hormones en ébullition. C'est comme augmenter le volume des émotions. La joie est plus forte, la honte est plus forte, la peur est plus forte. Et ces émotions, elles arrivent vite, très vite. Le problème, c'est que la partie du cerveau qui gère l'organisation, l'anticipation, la régulation des émotions, le contrôle des impulsions, n'a pas encore la stabilité d'un cerveau adulte. Et résultat concret, l'émotion arrive en trombe et les freins ne suivent pas toujours. C'est bon, tu me suis jusqu'ici? Allez, reste avec moi encore un peu. Il y a autre chose de très puissant dans un bulletin, le regard porté sur l'enfant. En psychologie et en neurosciences, ça porte un nom, l'effet Pygmalion et son inverse, l'effet Golem. Quand un enseignant, par exemple, perçoit un élève comme capable, son regard va changer. Et forcément, les évaluations aussi. Les efforts sont plus visibles, les progrès sont davantage pris en compte, les erreurs sont perçues comme temporaires, ok? C'est l'effet Pygmalion. A l'inverse, quand un élève est perçu comme en difficulté, le cerveau de l'adulte n'est pas neutre. Les mêmes erreurs prennent plus de poids, les efforts passent plus facilement au second plan, les appréciations deviennent plus générales. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Le cerveau traite énormément d'informations en permanence. Pour aller plus vite, il va simplifier. Un biais cognitif, c'est donc une déformation involontaire de la réalité basée sur son cadre de référence. Ses attentes, ses croyances, ses expériences passées, son éducation, tout son bagage en fait. Et tout cela va influencer ce que l'on perçoit, ce que l'on interprète et les décisions que l'on prend. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire, c'est un fonctionnement normal du cerveau. Dans le contexte scolaire, ça veut dire que le regard porté sur un élève n'est jamais totalement neutre et que ce regard peut influencer les évaluations, les appréciations et les attentes. Et l'enfant, lui, il reçoit quoi? Un message répété, mes efforts ne servent à rien, ils ne sont pas remarqués, ils ne changent rien. À force, le cerveau s'adapte. Et il s'adapte comment? Il y a moins d'investissement, moins d'engagement et moins de prise de risque. Les notes et les appréciations ne sont donc pas seulement un relief du travail.
Elles sont aussi influencées par les attentes, par les représentations, par ces biais cognitifs. Et ces mêmes notes viennent ensuite renforcer le comportement de l'enfant. C'est une boucle. Ce mécanisme est connu, étudié, documenté. Et il a un impact réel sur les résultats scolaires. Et bien entendu, il y a d'autres choses que le bulletin ne montre pas. La fatigue, l'état émotionnel, la pression, le contexte, le développement du cerveau à l'adolescence. Il montre une photographie, pas la personne entière. Maintenant, je te propose de faire un petit voyage dans le temps. Reviens quelques années en arrière, quand toi tu étais enfant ou ado, à l'âge qu'a l'un de tes enfants aujourd'hui, de préférence celui dont le bulletin t'a titillé. Imagine que tu sais déjà que ton bulletin ne correspond pas aux attentes de tes parents. Et tu sais aussi ce qui va suivre. Dans ton corps, la réaction commence avant même que ça n'arrive. Ton ventre se serre, ta respiration change, tes épaules se tendent, ton corps anticipe. Dans ta tête, les pensées s'enchaînent. Ils vont être déçus, je n'ai pas fait assez. Derrière ces pensées, il y a une peur très précise. La peur du rejet. Et savais-tu que la peur du rejet est la peur numéro 1 de l'être humain ? Tu vois cette peur, elle déclenche une réponse de stress. Le cerveau libère du cortisol et de la noradrénaline. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. La noradrénaline met le cerveau en alerte maximale, hypervigilance, prêt à réagir. Tout est orienté vers la survie. Ces substances sont utiles pour fuir ou se défendre, pas pour apprendre. Sous cortisol élevé, le cerveau réduit l'accès aux zones utiles à l'apprentissage. La mémoire de travail diminue, la concentration se fragilise, la flexibilité mentale baisse. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse biologique. Et les parents, eux, attendent des progrès. Mais plus la pression est ressentie, plus la réponse de stress augmente et plus le cerveau se ferme à l'apprentissage. Résultat, l'enfant stagne ou régresse. Et le parent, lui, observe exactement l'inverse de ce qu'il espérait. Tu as déjà entendu ton enfant dire « je déteste l'école ». C'est parce que petit à petit, une association s'est créée. École égale pression, note égale tension à la maison, potentiellement rejet des parents, punition, etc. Conséquence, on a un cerveau sous stress qui ne peut donc pas progresser. On en revient à l'idée du début. Les notes et les appréciations ne sont pas représentatives des capacités réelles de l'enfant. La pression qui en découle ne lui permet pas d'apprendre et de s'épanouir dans de bonnes conditions. C'est pour ça que, sans le vouloir, l'école produit des enfants moyens. Pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'on leur apprend à rester dans le minimum acceptable. Et quand les réussites tiennent sur une ligne alors que les difficultés prennent 2 ou 3 lignes, le message implicite est clair. Ce qui ne va pas compte plus que ce qui progresse. Dans ce contexte, quand un enfant reçoit des avertissements, des appréciations négatives sans solution proposée, il ne comprend pas « je peux faire autrement », il existe des solutions, il comprend le problème c'est toi. Donc sache, chers parents, qu'il existe d'autres manières d'accompagner, d'évaluer et de faire progresser. Des manières qui produisent des enfants compétents, confiants et épanouis. Tu vois, je t'avais dit qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verrais plus jamais le bulletin comme avant. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de quelque chose de fondamental. Pourquoi on demande aux enfants de travailler sur toutes leurs faiblesses, ce qui va produire des élèves moyens, et pourquoi s'appuyer sur leurs forces change totalement la donne. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, la suite arrive.